Le 10 octobre 2025, le Sahel se verrouille d'un seul geste. En quelques heures, la fermeture ordonnée fracture un héritage colonial, expose une dépendance cachée et fait surgir un paradoxe. Souveraineté revendiquée, pénurie immédiate, pression diplomatique, attentes populaires opposées. Que change vraiment ce choix pour les foyers, les campagnes et l'État quand Ibrahim Traoré place l'eau au centre d'un bras de fer mondial? Un pays teste ses limites sous le regard du monde. Cette séquence ne demande pas d'adhérer à un récit, mais de comprendre un mécanisme. Elle donne au lecteur une boussole concrète pour suivre, étape par étape, ce que la fermeture de la rivière Sahel modifie réellement dans la vie quotidienne, l'économie et l'équilibre politique. L'objectif est simple, distinguer le symbole de la capacité réelle. L'enjeu central est double. D'un côté, mesurer ce que le Burkina Faso peut gagner en contrôle effectif sur une ressource vitale et donc en autonomie de décision. De l'autre, mesurer ce qu'il risque de perdre en stabilité sociale, en confiance des marchés et en marge diplomatique si la transition se fait sans filet. La fermeture n'agit pas seulement sur l'eau, elle touche des chaînes logistiques, des données, des routines d'approvisionnement et même la manière dont l'État anticipe. En avançant, l'analyse garde un fil conducteur. Transformer un choc en questions opérationnelles, sans slogan, pour évaluer si la rupture associée à Ibrahim Traoré peut devenir une gouvernance durable plutôt qu'une crise prolongée. En moins de 24 heures, la fermeture de la rivière Sahel a entraîné une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés. Ce seul chiffre, brutal, révèle une dépendance plus profonde que prévu et transforme une décision politique en test technique immédiat. Pour comprendre la rupture, il faut revenir au cadre qui la rendait presque inévitable. Depuis plus de 70 ans, la gestion des grandes infrastructures hydrauliques reposait sur des entreprises étrangères. Les contrats, la maintenance, une partie des flux de données et des circuits d'arbitrage étaient largement délocalisés. Cette architecture produisait une stabilité opérationnelle, mais au prix d'une dépendance silencieuse. La souveraineté formelle de l'État cohabitait avec une souveraineté fonctionnelle limitée. Tant que le pilotage restait externe, le système fournissait. Dès qu'il s'interrompt, ses faiblesses deviennent visibles. La décision annoncée le 10 octobre 2025 rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré n'interrompt pas seulement un flux d'eau, il coupe une chaîne de contrôle et de coordination. C'est pourquoi le choc dépasse la distribution. Certaines données météorologiques, auparavant gérées par des acteurs européens, cessent de fonctionner. Ce détail technique change la capacité d'anticipation. Sans information continue, la planification devient plus risquée, la marge d'erreur s'élargit et l'improvisation gagne du terrain. Mais ce dévoilement des vulnérabilités ouvre aussi un espace inédit. Ce que la souveraineté signifiait en théorie devient une liste de problèmes concrets. Former, réparer, coordonner, sécuriser, décider. La question n'est plus morale, elle devient opérationnelle. Ce passage par la rupture est-il un prix nécessaire pour reconstruire des capacités locales ou un risque pris sans filet suffisant? Dans ce basculement, la crise prend un visage précis. À Ouagadougou, dans la zone de Tanguine, des habitants se regroupent près des points d'eau encore fonctionnels, fixent des horaires et priorisent les familles exposées. Ce n'est pas une révolte, c'est un remplissage immédiat du vide. Dans les jours qui suivent, la crise cesse d'être un débat abstrait. Elle devient une suite de scènes courtes, visibles, qui montre comment une société amortit un choc lorsque l'infrastructure centrale vacille. À Ouagadougou, l'expérience de Tanguine s'étend.
des comités informels se structurent, établissent des priorités, organisent des tours de collecte et réduisent les ruées désordonnées. Leur objectif n'est pas de contester l'État. Il est de maintenir un minimum d'ordre lorsque la promesse de continuité se brise. Cette organisation locale agit comme un amortisseur. Elle limite les tensions immédiates et transforme une pénurie potentielle en gestion provisoire. En milieu rural, le mouvement est différent, mais tout aussi révélateur. Près de Kongoussi, des producteurs réactivent d'anciens canaux d'irrigation abandonnés depuis des années. Ces solutions rudimentaires, moins dépendantes des réseaux centralisés, permettent de préserver une partie des cultures et d'éviter une rupture totale de la production. Ici, la résilience ne vient pas d'une innovation spectaculaire, mais d'un retour à des pratiques locales adaptées que l'urgence remet au premier plan. À travers ces réponses, un personnage collectif apparaît, une population qui ne se contente pas d'attendre des réponses venues d'en haut. Le geste associé à Ibrahim Traoré agit comme un déclencheur indirect, exposant en même temps des fragilités structurelles et des capacités d'adaptation longtemps sous-estimées. Le sens devient alors net. L'eau rare redistribue le pouvoir. La question décisive est simple mais exigeante. Cette mobilisation précoce peut-elle dépasser l'urgence et se transformer en organisation durable avant que la fatigue sociale ne l'emporte? Avant l'aube du 10 octobre 2025, la gestion de l'eau relevait d'un ordre ancien, stable en apparence, dépendant en profondeur. Après l'aube, cet ordre est interrompu et le pays bascule dans une séquence accélérée où chaque minute pèse parce que l'eau cesse d'être un service continu et devient un arbitrage permanent. Tout commence par une prise de contrôle nette. À 06h12, des techniciens burkinabés prennent le contrôle des principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortés par des unités militaires. Le geste est opérationnel, visible, irréversible à court terme. Ce n'est pas une annonce, c'est une action. Dans la foulée, la chaîne de coordination qui liait infrastructure, données et décisions commence à se fissurer. Les équipes locales héritent d'un système conçu pour fonctionner avec un pilotage extérieur. Elles doivent l'exploiter sans les mêmes relais. En moins d'une heure, des signaux d'instabilité apparaissent dans des zones où l'on attendait une simple transition technique. Le premier verrou qui cède n'est pas l'eau elle-même, mais l'architecture de contrôle. Des flux de données météorologiques, jusque-là gérés par des entreprises européennes, cessent de fonctionner. Ce détail, souvent perçu comme secondaire, change l'équation. Sans information fiable et continue, la planification devient plus risquée, l'anticipation s'érode et la marge d'erreur s'élargit. La fermeture ne coupe pas seulement un flux physique, elle fragilise une capacité à prévoir. Le pays perd de la visibilité au moment même où il devrait décider vite. Puis vient le moment où l'opération devient un message. À 08h30, la confirmation publique intervient. Ibrahim Traoré valide l'action et la fermeture se transforme en acte politique adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'international, la réaction se durcit rapidement. Des voix occidentales évoquent des sanctions économiques, la suspension de prêts et une pression accrue sur les circuits financiers. Le terme de sabotage circule dans certains commentaires, non comme une preuve, mais comme un cadrage destiné à peser sur la perception. En quelques heures, la fermeture bascule dans une confrontation de récits, gestes imprudents qui mettent en péril un pays, ou gestes nécessaires qui brisent une dépendance. À l'intérieur, la scène est plus ambivalente. Un soutien populaire se manifeste, porté par l'idée de réappropriation.
mais l'adhésion symbolique cohabite avec l'inquiétude pratique. Les réseaux d'approvisionnement, habitués à des routines sécurisées, doivent improviser. Les marchés, eux, n'attendent pas les explications, ils réagissent à l'incertitude. La nervosité monte à mesure que les acteurs économiques évaluent le risque d'isolement et anticipent donc les coûts d'une transition sans garantie. Le geste devient un test de capacité, pas seulement une affirmation. Ensuite, les répliques s'installent. Les jours suivants font émerger deux mouvements simultanés. D'un côté, les perturbations s'étendent. L'eau manque davantage dans certaines zones, les prix se tendent et la fatigue s'accumule. De l'autre, la société s'organise. Des comités de quartier apparaissent, des rationnements se mettent en place, des solutions provisoires se multiplient et des pratiques anciennes sont réactivées. Cette auto-organisation agit comme un tampon, mais elle ne remplace pas une architecture nationale stable. Elle achète du temps, elle ne fabrique pas encore une gouvernance. La séquence ressemble alors à un basculement en trois temps: prise de contrôle, confirmation politique, propagation des effets. La question, désormais, n'est plus de savoir si la fermeture a provoqué un choc. Elle est de savoir si Ibrahim Traoré et l'État peuvent transformer une rupture brutale en trajectoire maîtrisée avant que l'addition économique, sociale et diplomatique ne devienne trop lourde. Avant la fermeture, l'approvisionnement en eau reposait sur un flux continu et centralisé. Après, il devient fragmenté, instable et soumis à des arbitrages locaux. Cette bascule se mesure d'abord par des indicateurs disponibles, imparfaits mais suffisamment nets pour encadrer la discussion et limiter les interprétations purement idéologiques. Le premier indicateur est la baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau observée dans plusieurs zones clés. Cela signifie que près d'un tiers des volumes habituels n'atteignent plus les usagers. En clair, un recul de 30% force des choix immédiats d'usage. Au-delà de la pénurie, ce chiffre agit comme un révélateur structurel. Il expose la profondeur d'un système dont la stabilité dépendait d'un pilotage externe. Tant que l'architecture fonctionnait en continu, la dépendance restait invisible. Dès que le circuit de contrôle est interrompu, l'ordre de grandeur apparaît. Le chiffre ne dit pas de doute. Il ne décrit ni la distribution exacte, ni les écarts entre quartiers ou villages. Mais il fixe une réalité brute. La transition n'est pas marginale, elle touche le cœur du service. Le second indicateur concerne l'économie quotidienne. Une hausse d'environ 20% du prix du carburant dans les jours suivant la décision. Autrement dit, un carburant plus cher amplifie chaque coût logistique et urbain. Cette hausse ne se limite pas à l'énergie, elle se diffuse dans le transport, la production et la formation des prix. Lorsque l'eau devient rare et l'énergie plus chère, chaque activité dépendante de la logistique subit un effet en chaîne. Les marchés ne réagissent pas au discours, mais à l'incertitude. Une hausse rapide du carburant devient alors un thermomètre de stress. Elle indique que les acteurs anticipent des perturbations prolongées ou qu'ils craignent une contraction des circuits financiers. Elle agit comme un multiplicateur car elle renchérit l'approvisionnement d'alternatifs, complique les opérations de maintenance et pèse sur le pouvoir d'achat. Le troisième indicateur n'est pas une variation immédiate, mais une durée. Plus de 70 ans de gestion hydraulique confiée à des entreprises étrangères. Pour le dire simplement, 70 ans ont érodé les capacités locales d'exploitation. Cette profondeur historique explique pourquoi la reprise de contrôle ne peut pas être instantanée. Les compétences, les procédures, certaines données et les routines de maintenance se sont accumulées en dehors du périmètre national, rendant la transition coûteuse au départ.
Ce chiffre contextualise l'abrupt. Il ne sert pas à blâmer, il sert à comprendre le vide opérationnel. Reprendre le contrôle d'un système longuement externalisé signifie reconstruire des équipes, des standards, des outils de prévision et des chaînes de responsabilité. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une trajectoire claire. La décision associée à Ibrahim Traoré déclenche une perte mesurable à court terme, tout en rendant visibles des dépendances longtemps invisibles. Les chiffres ne tranchent pas le débat politique, mais ils encadrent les marges de manœuvre. Ils montrent que la souveraineté revendiquée a un coût d'ajustement et que ce coût se paie en capacité technique, en tensions économiques et en discipline organisationnelle. La question devient alors strictement opérationnelle. Comment réduire ces écarts sans recréer une dépendance équivalente sous une autre forme et sans laisser l'inflation et la pénurie transformer une transition en crise durable? La décision de fermer la rivière. Sahel a cristallisé un clivage net parmi les observateurs, chacun avançant des arguments solides mais incomplets lorsqu'ils sont isolés de l'ensemble du système. Pour avancer, il faut accorder à chaque camp sa meilleure version, puis mesurer ce qui résiste aux faits disponibles. D'un côté, la lecture du risque excessif domine. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture validée par Ibrahim Traoré constitue une prise de risque disproportionnée. Leur logique est cohérente. Interrompre un approvisionnement vital sans alternative technique pleinement opérationnelle expose le pays à une contraction économique durable. La baisse d'environ 30% de l'eau disponible, combinée à la hausse d'environ 20% du prix du carburant, nourrit l'inflation, fragilise les ménages urbains et renchérit la logistique. S'y ajoutent les menaces de sanctions, de suspension de prêts et de retrait d'investisseurs, qui peuvent réduire la marge budgétaire de l'État au moment où il doit financer une transition coûteuse. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée coûte davantage qu'elle ne rapporte, au moins à moyen terme, parce que le pays transforme une dépendance silencieuse en vulnérabilité visible. De l'autre, la lecture de la nécessité historique s'impose. À l'inverse, une partie des acteurs africains et de la société burkinabé défend l'idée que cette rupture était inévitable. Selon eux, maintenir un système hydrique contrôlé de l'extérieur revient à accepter une dépendance structurelle indéfinie. Les coûts immédiats existent, mais seraient le prix d'une émancipation durable. Les comités urbains apparus après la fermeture ainsi que la réactivation de canaux ruraux sont présentés comme preuve d'une capacité d'adaptation souvent sous-estimée. Dans cette perspective, le choc agit comme un révélateur et un accélérateur. Il force la reconstruction de compétences locales, plutôt que la prolongation d'un modèle où la souveraineté reste essentiellement formelle. Pour relier ces deux positions, une conclusion s'impose. Les données disponibles confirment à la fois l'existence d'un choc réel et la profondeur de la dépendance antérieure. Le débat ne se réduit donc pas à un choix entre prudence et audace. Il porte sur la capacité à transformer un geste politique en processus gouvernable, capable de limiter les coûts sans renoncer à l'objectif de contrôle. La ligne de fracture n'est pas entre rupture et statu quo, mais entre rupture improvisée et rupture accompagnée. Un détail change tout. Ce qui semblait être n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité, des contrats internationaux vers des décisions locales,
souvent improvisée mais concrète. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité ni d'un investissement massif. Il vient d'une redistribution forcée des responsabilités, provoquée par la rupture elle-même. À ce stade, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il devient d'un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent décider, arbitrer et coordonner, même sous contrainte. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain mais conditionné par des règles qu'ils contribuent eux-mêmes à définir. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. La souveraineté ne se discute plus seulement, elle se pratique, parfois maladroitement. C'est le point pension, c'est le point médian. La crise n'est plus seulement subie, elle commence à être appropriée. Le pouvoir ne circule plus uniquement du haut vers le bas. Il se fragmente, se redistribue et crée une forme d'apprentissage collectif sous pression. La question devient alors plus exigeante. Ce pouvoir diffus peut-il être structuré avant de s'épuiser? Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel ne se répartissent pas de manière uniforme. Elles, elles suivent les lignes de fracture de la société, la place de chacun dans les circuits de décision et l'exposition aux ruptures de flux. 4 groupes permettent de lire l'impact sans le réduire à un slogan: l'État, les entreprises, les citoyens et la région. Pour l'État, l'épreuve est d'abord une épreuve de coordination. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau impose des arbitrages immédiats entre usages concurrents et transforme chaque choix technique en décision politique. L'administration centrale doit gérer l'urgence tout en reconstruisant des capacités de prévision fragilisées par l'arrêt de certains flux de données. Dans le même temps, le geste validé par Ibrahim Traoré renforce une légitimité symbolique auprès d'une partie de la population, mais cette légitimité devient conditionnelle. Elle dépend désormais de résultats opérationnels. Réduire les coupures, stabiliser les règles de distribution, sécuriser la maintenance. Si l'exécution patine, le capital politique accumulé peut se dissiper aussi vite qu'il est apparu. Pour les entreprises, le choc est logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant renchérit le transport, augmente le coût des intrants et réduit les marges. Les secteurs qui dépendent de flux réguliers, agroalimentaire, transport, distribution, sont les plus exposés parce qu'ils subissent l'incertitude 2 fois, sur l'eau et sur l'énergie. Certains acteurs retardent des investissements, d'autres réduisent de l'activité pour limiter le risque. En parallèle, des opportunités émergent pour une partie du tissu local: maintenance d'infrastructures, solutions alternatives de distribution, services de proximité. Le paysage économique se polarise entre ceux qui absorbent la hausse des coûts et ceux qui tentent de convertir la crise en marché. Pour les citoyens, l'impact est immédiat, intime et social. En zone urbaine, l'eau rare modifie les routines: collecte, rationnement, priorité familiale, entraide de voisinage. Les comités informels jouent un rôle stabilisateur parce qu'ils évitent que la pénurie se transforme en ruée. Mais cette stabilité est fragile. Elle dépend de la confiance, de règles acceptées et d'une fatigue contenue. En milieu rural, le tableau est contrasté. Certaines communautés préservent une partie de la production en réactivant des canaux anciens, tandis que d'autres restent vulnérables faute d'options. Dans les 2 cas, un transfert de responsabilité se produit. L'accès à l'eau devient un enjeu collectif à gérer, non un service supposé acquis. Pour la région, la fermeture agit comme un signal géopolitique. Les pays voisins
observe l'évolution entre crainte d'instabilité et possibilité de coopération. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la transition s'organise, elle peut inspirer d'autres initiatives de réappropriation. Si elle échoue, elle renforcera les arguments du statu quo. La question qui domine ce niveau est simple. La rupture associée à Ibrahim Traoré produira-t-elle une souveraineté plus gouvernable ou une instabilité exportable? À partir des dynamiques observées depuis le 10 octobre 2025, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne sont pas des prédictions. Elles servent à clarifier les choix, à repérer les signaux faibles et à éviter que l'analyse se réduise à l'espoir ou à la peur. Dans un scénario de base, la stabilisation se fait sous contrainte. Le Burkina Faso parvient à contenir les effets les plus aigus sans retrouver une normalité complète. Les audits techniques avancent, des réparations ciblées réduisent les pertes et les dispositifs locaux de gestion se routinisent. Les, les tensions diplomatiques persistent, mais sans basculer vers des sanctions généralisées. L'inflation reste élevée, portée par la volatilité des coûts logistiques, sans devenir incontrôlable. Ce scénario suppose une coordination constante entre l'État et les collectivités, ainsi qu'une discipline budgétaire stricte. La souveraineté progresse, mais au prix d'un ajustement long, fragile et parfois impopulaire, parce que la stabilisation ne produit pas de victoire rapide. Dans un scénario plus optimiste, la réorganisation s'accélère et la coopération devient maîtrisée. La crise agit comme un catalyseur. Les capacités locales se renforcent plus vite que prévu, grâce à des investissements ciblés, à une montée en compétences techniques et à des partenariats régionaux prudents. Des accords hydriques émergent avec des voisins du Sahel, favorisant la mutualisation de certaines données et la coordination des pratiques, sans recréer une dépendance unilatérale. Des solutions techniques adaptées, sobres et décentralisées réduisent progressivement la pression sur les réseaux centralisés. La crédibilité de l'État augmente parce qu'il produit des résultats mesurables et l'économie retrouve un rythme plus soutenu. Dans ce scénario, la fermeture associée à Ibrahim Traoré devient un point de départ vers une gouvernance plus robuste, non un choc permanent. Dans un scénario pessimiste, l'enlisement s'installe et l'isolement progresse. Les infrastructures continuent de se dégrader et les mécanismes d'entraide s'essoufflent. Les sanctions se durcissent ou les financements se raréfient, limitant l'accès à des importations stratégiques et réduisant la capacité d'investissement. Les pénuries se prolongent, les prix se tendent durablement et la fatigue sociale s'installe. Les initiatives locales atteignent leurs limites faute de relais nationaux, et la crise hydrique glisse vers une crise de gouvernance. Ces scénarios peuvent coexister selon les secteurs et les régions. La recommandation centrale est donc une règle de méthode. Privilégier la flexibilité et l'apprentissage mesurable plutôt que des paris irréversibles. La question ouverte, maintenant, est celle-ci. Quels signaux, dans les prochains mois, permettront de savoir si la rupture se transforme en capacité durable ou si elle se fige en fragilité chronique? Pour le public urbain, l'enjeu se traduit d'abord par une adaptation discrète mais constante. Les coupures d'eau imposent de réorganiser les horaires, de stocker davantage, de mutualiser les contenants et de renforcer des solidarités de voisinage. Cette contrainte modifie aussi des habitudes invisibles. L'hygiène devient une suite de choix, la cuisine une question de priorité et l'accès à l'eau un sujet de discussion quotidienne. Dans ce cadre, la pénurie agit comme un révélateur. Elle rend visibles des services autrefois perçus comme acquis
et oblige à penser la gestion collective comme une compétence civique, pas seulement comme une demande adressée à l'État. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente, mais elle ne se résume pas à la perte. Les petites entreprises subissent pas que la volatilité des coûts et l'irrégularité des flux, ce qui freine l'embauche et ralentit les investissements. Pourtant, la contrainte ouvre aussi un espace à des pratiques plus sobres, maintenance de proximité, services de distribution alternatifs, innovation logistique légère. Le choc agit comme un filtre. Il fragilise les modèles trop dépendants d'un flux stable, mais il favorise des solutions capables de fonctionner avec moins de certitude. Pour les communautés rurales, l'impact se lie dans une équation immédiate: eau, production, sécurité alimentaire. La réactivation de canaux anciens montre une capacité d'adaptation, mais elle exige du temps, de l'effort collectif et un minimum de coordination. Chaque réussite ou échec a une conséquence rapide, ce qui transforme ces communautés en laboratoires vivants de transition. Deux gestes simples peuvent en guider le lecteur. D'abord, s'informer au-delà des récits simplistes en privilégiant les faits et les processus. Ensuite, soutenir des initiatives locales crédibles, même modestes, qui stabilisent la vie quotidienne et renforcent l'apprentissage collectif. La transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisibles, coordonnées et mesurables. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'intention politique mais l'exécution. Transformer une rupture en trajectoire gouvernable sans épuiser la société ni réinstaller une dépendance équivalente sous une autre forme. D'abord, il faut auditer et sécuriser techniquement le réseau dans les 6 prochains mois. L'État doit conduire un audit national des stations, des points de rupture, des dépendances technologiques et des pertes critiques. Le but est de savoir où la chaîne casse et pourquoi. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des équipes d'ingénieurs nationaux peuvent être mobilisées pour reprendre le contrôle opérationnel des nœuds clés. La réussite se mesure par la diminution des interruptions non planifiées et la stabilisation des volumes distribués. Ensuite, il faut reconstruire des capacités locales de prévision. Il faut reconstituer des compétences de gestion des données hydriques et climatiques afin d'anticiper plutôt que réagir. Des programmes courts, centrés sur l'exploitation pratique et la maintenance, doivent viser les opérateurs, les techniciens et les cadres intermédiaires. Le critère d'évaluation est simple: la capacité à produire des plans de distribution et des alertes et sans relais externe. Puis, une coordination territoriale devient indispensable. Les comités citoyens apparus dans l'urgence doivent être intégrés à un cadre clair. Qui décide à quel niveau, selon quelles règles et avec quels mécanismes de médiation. Le succès se mesure par la baisse des tensions locales liées au partage et la stabilité des horaires de collecte. Parallèlement, il faut protéger l'économie des chocs logistiques. Des mécanismes ciblés peuvent réduire l'effet de la hausse du carburant sur la distribution, notamment pour les services essentiels. L'objectif est de limiter les ruptures d'approvisionnement et de ralentir la hausse des prix sur les biens de base. Enfin, l'ouverture régionale peut être pensée de façon maîtrisée. Mutualiser certaines informations et pratiques avec les voisins peut renforcer la résilience, sans créer de dépendance unilatérale. La progression se mesure par la continuité des données et l'amélioration des réponses communes aux pénuries. À Tanguine, les seaux alignés au petit matin sont devenus plus qu'un outil domestique. Ils rappellent les premiers jours de la fermeture, lorsque des voisins ont dû décider ensemble comment partager une ressource devenue rare,
sans attendre une réponse parfaite venue d'en haut. Ce geste ordinaire relie l'intime au politique parce qu'il transforme l'eau en expérience quotidienne de responsabilité. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a forcé le pays à regarder en face ses dépendances, ses fragilités, mais aussi ses capacités oubliées. Les comités de quartier, les canaux réhabilités et les arbitrages locaux ne sont pas des solutions définitives, ce sont des signaux. Ils montrent que la souveraineté cesse d'être une phrase et devient une pratique, parfois maladroite, souvent coûteuse, mais concrète. L'émotion ne vient pas d'un discours. Elle vient de la répétition de ces gestes simples, accumulés jour après jour, qui maintiennent la cohésion quand l'infrastructure vacille. Et c'est peut-être là le motif central. Une société contrainte d'apprendre vite, sous pression. Une souveraineté réelle commence toujours par un effort partagé. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une décision gouvernementale. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société. Comment accompagner une transition sans la réduire à un affrontement idéologique ni à une célébration automatique? Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. D'un côté, la tentation du jugement hâtif qui simplifie et durcit. De l'autre, la possibilité d'un apprentissage collectif, imparfait mais progressif, qui se construit dans les règles, la transparence et la mesure des résultats. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle, elle demande une attention soutenue, critique et informée. Suivre cette séquence peut prendre des formes modestes. Privilégier les analyses rigoureuses, valoriser les initiatives locales qui fonctionnent et refuser les récits qui masquent la complexité derrière des mots d'ordre. Au-delà des frontières, une question demeure. Sommes-nous prêts à regarder un pays expérimenter, corriger et persister sans l'idéaliser ni le condamner?